Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 4e épisode du Sevens Rugby Show, votre émission 100% rugby à 7. La phase régulière du circuit mondial est terminée, le Sevens 1, le Sevens 2, le Sevens 3, vous l'avez suivi avec nous, eh bien c'est terminé, on bascule sur le HSBC Sevens World Championship, c'est-à-dire que la phase finale commence dès vendredi avec le Hong Kong Sevens et ce sera tout le week-end jusqu'au dimanche, on rebascule sur des tournois de 3 jours et on va se régaler. Il y aura aussi fin mai l'étape de Valladolid en Espagne et enfin du 5 au 7 juin, l'étape du Bordeaux Sevens pour terminer chez nous en France. Et ça, on a vraiment hâte d'y être. Mais avant de basculer sur tout ça, je vais présenter mes acolytes préférés, notre journaliste Marie-Louise Préra. Salut Marie-Lou. Salut Arnaud, salut Antoine. Et notre journaliste Antoine Poussin. Salut Antoine. Salut Arnaud, salut Marie-Louise. Bon, je vous disais qu'on parle de phase finale. On approche des choses sérieuses qui vont démarrer dans le 7, même si depuis le début de saison, on a des grosses empoignades. Là, ça y est, ça joue le titre. Et si ça commence ce vendredi, le Hong Kong Sevens, le Sevens Rugby Show commence dès maintenant et on va pas traîner puisqu'on a pas mal de choses à regarder. Et avant de se plonger dans ce HSBC Sevens World Championship, si vous souhaitez vous remettre un petit peu en tête où on en est dans la saison, eh bien déjà, je vais commencer par vous mettre le calendrier puisque vous voyez, il y a eu les 6 premiers tournois de la saison qui se sont joués, le dernier à New York mi-mars. Et là, on en est là sur ce Sevens World Championship entouré en jaune sur votre écran. Hong Kong, Valladolid et Bordeaux. Mais si vous voulez vous remettre un petit peu en tête ce qui s'est passé sur ce Sevens 1, sachez que tous les résumés sont disponibles en intégralité sur notre page YouTube. Chaque tournoi commenté par nos soins pour vous faire revivre les meilleurs moments de cette première phase de la saison pour être prêt pour vendredi, le début des hostilités. Et d'ailleurs, Antoine, côté français, la tournée nord-américaine a été assez difficile puisqu'il n'y a eu aucune médaille gagnée chez les filles comme chez les garçons. Et oui, notamment, on peut avoir des regrets chez les filles qui sortaient d'une belle médaille de bronze à Perth, mais qui n'ont pas réussi à enchaîner sur ces tournées. Il y a eu notamment quand même une demi-finale à Vancouver, mais derrière une 3e place perdue face aux États-Unis, donc pas de nouvelle médaille. Et puis à New York, ça a été encore un peu plus compliqué, même si elles s'en sortent avec une 5e place à l'arraché. Et puis chez les garçons, on attendait une réaction un petit peu après la 7e place de Perth, qui avait été un petit peu décevante, mais il n'y a pas eu vraiment de réaction sur cette tournée nord-américaine, avec une 6e place notamment à Vancouver après une dernière défaite contre l'Argentine, une équipe qu'on avait pourtant battue lors des phases de poule. Et puis à New York, une 5e place après une première journée très compliquée et heureusement un petit sursaut d'orgueil sur le jour 2 avec des victoires contre l'Espagne et contre la Nouvelle-Zélande. C'était notamment la première fois que les Bleus réalisaient un sans faute sur cette 2e journée. Donc on va dire qu'ils ont terminé le Sevens 1 sur une bonne note, mais forcément, quand on voit le potentiel de cette équipe, on en attend aujourd'hui un petit peu plus. Les équipes de France qui en ont sous la semelle et qui terminent 4e chez les filles au classement général et 5e chez les garçons. Pas très loin du top 3, donc ça reste quand même une première phase de saison plutôt très intéressante pour les 2 équipes de France. Et c'est surtout de bon augure pour ce qui nous attend, le Sevens World Championship. Et justement, Marie-Louise, parlons de cette 2e phase pour le titre, tout simplement. C'est la Coupe du Monde qui démarre, si on peut dire. Et il y a un nouveau format de compétition. C'est exactement ça, c'est littéralement le nom que ça porte. Ça a l'air un peu bizarre, c'est un peu long, mais World Championship, c'est un championnat mondial. Donc c'est ce qui remplace la Coupe du Monde. On va le jouer sur 3 étapes. Donc on part sur un nouveau format avec chaque tableau masculin et féminin qui repasse à 12 équipes, ce qu'on avait connu l'année dernière. Donc ça veut dire les 8 équipes qu'on avait en Sevens 1, plus les 4 équipes qui montent du Sevens 2. On en parlera un peu plus tout à l'heure, mais ça veut dire aussi que le tournoi va passer de 2 à 3 jours, parce que forcément, sinon, c'est pas possible de faire jouer toutes les équipes. On va les faire cramer, les pauvres, tout simplement. Donc, on va se retrouver sur un format de type Jeux Olympiques. Voilà. Donc, 3 tournois, on a dit Hong Kong, Valladolid et ensuite Bordeaux. Tous les points vont compter dans ces tournois parce que sera élue championne du monde ou champion du monde l'équipe qui aura accumulé le plus de points sur ces 3 étapes. Donc, on n'aura pas le droit à l'erreur. On a cet objectif-là pour les équipes qui seront en haut. Et pour celles qui seront en bas, l'objectif, ce sera de ne pas descendre parce que les 4 équipes, les dernières, elles seront reléguées en Sevens 2 pour l'année prochaine essayer de remonter potentiellement. Donc, beaucoup d'enjeux des 2 côtés dans cette compétition et on a hâte de voir ce que ça va créer comme suspense.
Ouais, le format olympique, hein, qui était, sur, toute la saison dernière, le circuit mondial, et ça a changé en début d'année. Donc effectivement, on a hâte de retrouver ces fameux, quarts de finale. Bon, je pense qu'on est plutôt bien échauffé. On vous a posé le contexte. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, avec, les compositions des équipes de France 7 pour, ce 50e Hong Kong Sevens. Il y aura, quelques changements importants dans les 2 équipes, il me semble. Avec, on va commencer par les filles, hein, avec toi, Marie-Lou, puisqu'il y a une joueuse qu'on attendait depuis un petit moment qui va faire son retour. 13 mois d'attente pour, Anne-Cécile Sciofani, et il n'y a pas qu'elle qui rejoint les rangs tricolores. Exactement, un peu plus d'1 an d'attente pour revoir la meilleure joueuse du monde de 2021, Anne-Cécile Sciofani, notre olympienne, donc qui va réintégrer France 7 féminin. Ça fait plaisir de la revoir après cette terrible blessure qu'elle avait, subie sur le circuit, et elle va faire beaucoup de bien aux Bleus en termes de dynamisme, en termes de championship. C'est un peu ce genre de joueuse factory qui fait peur aux adversaires, ça on le dit pas assez, c'est une joueuse qui fait peur aux adversaires et qui va pouvoir faire des dégâts, associés à Noël Rivier qui avait notamment, step up un peu, dans son style de jeu cette Une saison. saison énorme, oui. Énorme, vraiment, elle a pris pleine confiance et pleine mesure de son potentiel, je trouve. C'est vraiment un des leaders qui a émergé, par l'exemple dans cette saison. On a aussi Alicia Christians, hein, qu'on ne présente plus après cette saison. Franchement, tant elle a été importante, même quand elle était diminuée, pour l'équipe de France, capable de créer des exploits dans des petits mouchoirs, et d'aider aussi à marquer des essais. Donc ça va être très intéressant. On a aussi, dans le même registre, Kelly Arbet. Voilà, on va ramener un peu de hauteur un peu dans ce jeu français, donc ça va être sympa là, ces premiers retours, Arnaud. Ouais, il y a d'autres retours très importants. Tu as parlé de Kelly, mais moi, je voulais parler un petit peu tout d'abord de la capitaine, hein, Lily Dezou, qui n'était pas de la tournée américaine, et qui, elle aussi, est une joueuse décisive depuis le début de la saison. C'est déjà la joueuse la plus régulière de cet effectif. Et puis, c'est une Olympienne, et c'est aussi une redoutable plaqueuse, une joueuse qui joue beaucoup en offload. Tu parlais de Kelly, c'est 2 joueuses qui jouent pas mal dans le dos. Donc, ça va être important, ce comeback, et pour partager ce leadership avec Lou Noël Rivier, avec ces jeunes joueuses, ça va être très important, ce retour de Lily Dezou, qui depuis les Jeux Olympiques de Paris a pris une énorme place. Et il y a une autre Olympienne qu'on n'a pas vue cette saison, qu'on n'a pas vue depuis les JO, mais qu'on avait vue du côté de Paris La Défense Arena, Marilou. Exactement, sous les couleurs, du loup. C'est Chloé Jacquet qui fait son retour dans l'effectif de l'équipe de France. Ça va faire beaucoup de bien avec ses qualités de relanceuse, sa qualité au pied, sa vitesse aussi. C'est, un bel atout de retrouver, cette olympienne. Elle nous avait un peu manqué sur cette saison parce que oui, on l'a vue à la Défense Arena sur le Super Sevens. Elle était partout. Elle était Oh, incroyable. Elle C'était était démultiplié, on stratosphérique, ne voyait qu'elle. Elle était C'était au-dessus du lot, c'était impressionnant. Exactement, donc on avait un peu hâte, on se disait: «Alors, quand est-ce qu'elle revient?» Eh bien, elle revient maintenant, cette semaine, donc ça nous fait très plaisir. Donc on va aussi retrouver, Léa Trollier, donc la jeune joueuse. Il y a pas mal de jeunes joueuses quand même, c'est bien. On a un mélange d'expérience et de joueuses assez jeunes. Léa Trollier qui va retrouver un peu de temps de jeu aussi, qui va apporter, sa son physique dans le combat, pour essayer notamment de déloger, les Néo-Zélandaises, les Australiennes et les Américaines qui ont terminé, cette saison au-dessus de nous, hein, forcément. Donc voilà, on vise le haut. Les Françaises qui, comme tu l'as dit, Marilou, vont pouvoir aller batailler un petit peu plus dans les airs, hein. Elles ont énormément Oui. progressé sur les coups d'envoi. C'est la première équipe sur les coups d'envoi, hein. Elles récupèrent 30% de leurs ballons sur coups d'envoi, et c'est la deuxième équipe sur réception de coups d'envoi. Elles en récupèrent à peu près près de 80% des coups d'envoi qui sont tapés sur elles. Elles les réceptionnent, donc c'est quand même des stats assez intéressantes. Des joueuses qui aussi ont des profils de jeu au pied, hein. Tu parlais de Chloé Jacquet, c'est une joueuse qui a un pied, au même titre que Yolande Yengo, Lilou Graciette, ou encore Alicia Christians. Donc ouais, c'est très intéressant cette compo des joueuses françaises, et avec un mix d'expérience et de jeunes joueuses qui sont en train de vraiment prendre de l'expérience sur le series. Je pense qu'il y a de quoi faire, et il y a un groupe sacrément intéressant pour peut-être aller chercher quelque chose sur ce Hong Kong Sevens. Ce sera le premier Hong Kong Sevens de plusieurs joueuses, hein, il me Oh semble. oui. Anaïk, Marie-Aurélie. Ouais. Je cite les deux là parce que les autres, je pense qu'elles l'ont déjà joué, et encore pas sûr. Léa, je suis pas sûr. Léa, je suis pas sûre. Kelly, elle a pas fait tous les tournois l'année dernière, donc Et c'est pour ouais, ça donc c'est qu'elle est pas jeune possible, non hein. plus.
Donc Donc, ouais. c'est parfait pour se lancer dans cette phase finale. On va basculer sur les garçons avec là aussi un petit peu de turnover et le retour de joueurs d'expérience, Antoine, notamment au poste de numéro 4, hein, qui est particulièrement touché par les blessures. Bon, on a envie de dire joueur d'expérience alors qu'il a seulement que 2 saisons sur le circuit, mais Ena Il Arto, pèse. élu rookie l'année dernière, qui s'est vraiment maintenant imposé comme un cas de cet effectif sur le poste. C'est vraiment le métronome, le leader de jeu sur le terrain avec Paulin Riva. Il avait manqué la tournée nord-américaine pour cause de blessure, mais là on est très heureux de le revoir, et forcément quand on pense à l'absence de Stéphane Parezedo, il va falloir, il y a cet équilibre avec Paulin Riva à trouver. Et puis on a aussi Maxime Granel, le Catalan, qui va enchaîner son 3e tournoi, qui a fait toute la tournée nord-américaine, qui a vraiment un gros potentiel. On l'a vu avec notamment des appuis de feu. Et donc ça fait du bien aussi de voir un petit peu de renouveau aussi à ce poste. Il faut bien sûr construire aussi pour l'avenir. Donc voilà, en tout cas sur le poste de 4, là on va partir avec ces 2 joueurs-là. Et donc on va voir un petit peu comment ça se passe sur cette fin de saison avec Paulin Riva, parce que ça devrait être les 3 joueurs qui vont tourner un peu jusqu'au bout, jusqu'à Bordeaux. Ouais, effectivement, hein, Paulin Riva qui est clairement numéro 3 au poste de 4, gros lancer en touche, joueur capable de trier les ballons. Bon, de toute façon, qu'est-ce que Paulin Riva ne sait pas faire? C'est Puisque une excellente question. franchement, je pose la question en connaissant la réponse. Il est quand même sacrément complet. Ryan C'est clair. Rebadge, hein, aussi, j'en discutais avec Jérôme derrière. Ryan Rebadge, joueur qui est assez complet, qui pourrait Ouais, aussi dépanner à ce poste, mais qui est aussi précieux à d'autres endroits, hein. Il faudrait cloner certains joueurs, exact. mais on n'a pas encore trouvé la recette. Évidemment, heureusement, il y a un énorme vivier, hein, Antoine, dans cette équipe, que ce soit les filles et les garçons. Et il y a un retour aussi qui est important, c'est celui de Grégoire Arfeuil, qui avait fait toute la saison avec France 7 l'année dernière et qui a été réquisitionné par Pau, par le 15 de France aussi sur le tournoi, mais qui a de très grosses qualités, notamment sur le jeu sur les extérieurs. Quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui en top 14, on peut que se satisfaire de le revoir Ah avec France 7. oui, Là, Welcome back. il est vraiment en pleine bourre, en pleine confiance. On l'avait vu déjà l'année dernière s'exprimer par ses qualités de dueliste, ses capacités à accélérer, à mettre des raffus pour battre ses adversaires. C'est un joueur aussi qui est capable de gagner des duels en l'air, qui est très important sur les duels aériens. On sait que à Pau, c'est quelque chose qui est extrêmement bossé. Donc forcément, c'est un gros plus de le revoir aujourd'hui. On a aussi Diego Miranda qui revient dans cet effectif, qui a un petit peu moins joué pour l'instant avec France 7, mais qui a été quand même plutôt convaincant sur les premières minutes qu'il a pu disputer. Donc il demande à être revu, et qui va avoir l'occasion du coup de briller sur son Kong 7. Lui aussi un joueur capable d'aller chercher des ballons en l'air, et efficace aussi dans le jeu sur les duels. Et puis du coup on a aussi 4 joueurs qui sortent du groupe: Yerim Fa, Lucas Houdard, Clément Mondina et Célian Poulzeg. Et les Bleus donc qui partiront eux aussi à 13, vu qu'il n'y a qu'un seul tournoi à disputer cette fois-ci. Bon, bah voilà, hein, on connaît les acteurs et les actrices des équipes de France 7. On voit qu'il y a de la qualité pour ce Hong Kong Sevens, des retours, de la jeunesse, de l'expérience, quelques champions olympiques. Il y a des joueuses aussi médaillées d'argent à Tokyo. eh oui. Donc, c'est quand même sacrément intéressant, ces groupes de France 7. Mais bon, il y aura aussi 2-3 petites personnes devant eux, hein, et elles, ça va être costaud. Et on va du coup planter le décor, hein, maintenant du tableau féminin, Marie-Louise, parce que eh bien, chez les filles, il y a depuis plusieurs saisons, pour ne pas dire depuis le début du Sevens féminin, la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui dominent les débats, qui dominent outrageusement ce circuit mondial, même si sur la fin de la première phase, on va dire, les Black Ferns The Sevens, les Néo-Zélandaises, ont pris un petit peu l'avantage sur les Aussies. On peut clairement parler d'une hégémonie avec ces 2 équipes, vraiment. C'est 6 tournois, 6 finales, 6 fois Nouvelle-Zélande-Australie. Donc, il n'y a pas eu vraiment de doute sur ce tableau féminin. C'est c'est presque dommage, en fait. Et sur les résultats, c'était assez pareil. La Nouvelle-Zélande, qui s'impose 5 fois sur 6 quand même, elles n'ont perdu qu'une seule fois cette finale. Donc, assez logiquement, ce sont elles qui se sont imposées. Mais c'est peut-être parce que, pour moi, l'élément de réponse, il se trouve dans le fait que, globalement, en termes de collectif, les Black Ferns ont été très solides en termes de stats. C'est assez hallucinant. C'est l'équipe qui a marqué le plus de points, 917 sur la saison, dont 151 essais. Donc, c'est vraiment stratosphérique. Je l'ai dit, elles n'ont perdu qu'une finale sur les 6. Donc, forcément, ça aide à gagner le titre final sur la saison du Series. Et je les voyais mal, honnêtement, ne pas être
championne à la fin du Series et je les vois encore mal ne pas être championne à la fin du World Championship. Mais le sport, les voies du sport peuvent être impénétrables. Donc voilà. Et surtout, je pense que les Australiennes, elles ont très envie de se venger parce qu'on l'a dit, forcément, c'était leur grande rivale sur cette saison. Leur jeu, elles, c'était plus basé sur des individualités, hein, parce qu'on va être obligé, évidemment, comme d'habitude, comme tous les ans, de citer Maddie Levi, parce que bon, elle ne peut pas passer une saison à être médiocre, c'est pas possible pour cette jeune femme. Donc 46 essais, 230 points inscrits pour l'Australie, c'est hallucinant. Voilà, elle existe seule sur Terre et puis les autres, non, en vrai, quand on prend les 5 meilleures joueuses de la saison, on retrouve une Française déjà, sachez-le. Il y a Le Noël Rivier dedans, mais il y a surtout Maddie Levi. Donc quand on prend par exemple New York, on a quand même Maddie Levi qui a 20 points et Georgia Miller qui a 20 points. Sauf que Georgia Miller, elle se perd dans un collectif alors que Maddie Levi, on a plus l'impression que le collectif est là pour la porter. Et c'est ce qui a pu faire, pour moi, pencher la balance du côté de la Nouvelle-Zélande jusqu'ici. On verra ce que ça donne sur ce championship. Et puis tu parlais en plus du collectif néo-zélandais, on a vraiment des joueuses qui émergent cette saison. Bon, Georgia Miller, on la connaissait déjà un petit peu, mais moi j'ai envie surtout de penser à Casey Tenetti qui réalise vraiment une sacrée saison. Maina Paul aussi. On a de plus en plus de joueuses comme ça qui émergent. Sorensen McGee aussi qui sort de la Coupe du Monde et qui commence doucement à s'imposer dans cet effectif. Donc forcément, plus de régularité un petit peu à tous les postes font que les performances sont aujourd'hui un petit peu plus là du côté des NZ. Ouais. Oui, elles ont presque fait oublier nos petits congés maternité, hein, mine de rien, qu'on craignait de. Petit, ouais, voilà. Sarah Erini, rien de. Voilà. Michaela Blythe, hein, la capitaine et meilleure marqueuse. Voilà. Rien que ça, on s'est dit, voilà. Et donc voilà, il y en avait 2 sur 3. Mais elles ont réussi à faire oublier momentanément ces joueuses. C'est pour dire le vivier néo-zélandais sur cette compétition. Ah, c'est la force des All Blacks, hein, mais aussi des Fidjiens. Hein, c'est des nations qui ont le rugby en numéro 1 et qui sont capables de sortir, de préparer la relève en permanence et elles sont en train de le montrer. Donc on a bien compris que le top 2 aujourd'hui, compliqué de venir le titiller, on n'y pense pas trop, même si évidemment l'objectif pour toutes les équipes, ces 12 équipes, ce sera de remporter le titre, mais la marche est peut-être un peu trop grande, même si nos Bleus à Vancouver ont failli battre les Australiennes en demi-finale pour aller chercher une première finale cette saison. Ça n'a pas eu lieu malheureusement, mais on les sent de plus en plus proches de ces 2 équipes. Je pense que les Françaises vont viser peut-être un peu plus le top 3. Il est clairement envisageable pour la France. Il va y avoir une grosse bataille avec les États-Unis, qui, vous le voyez au classement, sont 3e juste devant les Françaises. La dernière tournée, les Françaises qui n'ont pas joué qui n'ont pas eu de médaille et qui du coup n'ont pas pu grappiller des points au classement et donc elles se sont fait chipper la 3e place. Mais ça a été suffisant ce classement pour les Françaises et les Américaines pour éviter les diablesses néo-zélandaises et australiennes en poule à Hong Kong. Donc exactement. On verra le duel à distance en tout cas entre ces 2 équipes et en plus vous verrez tout à l'heure que le duel il sera pas trop à distance puisque ces 2 équipes vont se rejoindre dès la phase de poule. Mais derrière Antoine, il y a des équipes un peu plus faibles sur le papier mais qui peuvent quand même peut-être venir poser des problèmes plus qu'inquiéter grandement la France et les États-Unis, même s'il faut se méfier des Canadiennes et des Fidjiennes. Ouais, Canada, Fidji, et puis aussi les Japonaises, hein, on le voit sur le classement, ça s'est vraiment tenu sur un mouchoir de poche dans la saison. Après, les Canadiennes qui repartent quand même avec un effectif assez jeune dernièrement, donc il faut le temps que ça prenne un petit peu. Les Fidjiennes, on va pas se cacher, elles se sont aussi beaucoup appuyées sur Reopi Olunisao pour tenir la baraque, mais derrière, ça a un peu de mal à suivre. Et les Japonaises qui avaient pu enchaîner après les JO l'année dernière, mais qui cette année, avec du coup un circuit resserré à 8 équipes, sont un peu plus dans la difficulté. Donc effectivement, pour toutes ces nations, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Et puis derrière, on a surtout la Grande-Bretagne qui est vraiment en dessous, qui a terminé dernière sur l'ensemble des étapes et qui va être vraiment en très gros danger de relégation sur cette fin de saison. C'est clair, les joueuses de Grande-Bretagne qui n'ont pas gagné une seule rencontre. C'est terrible quand on voit le goal average, plus 622 pour la Nouvelle-Zélande, moins 950 pour la Grande-Bretagne. Il y a vraiment, elles sont en train d'apprendre malheureusement dans la douleur, les joueuses britanniques, Marie-Louise, sachant que derrière il y a des équipes du Sevens 2 qui arrivent et qui vont vouloir jouer leur chance pour grimper dans le Sevens 1.
Ouais, exactement, la Grande-Bretagne qui paye un peu la politique de la fédération, au niveau du Sevens et à côté de ça, on a qui montent du Sevens 2 pour venir essayer de gagner une place en Sevens 1. On a sur les 4 équipes, on a quand même 3 qu'on connaît, hein. On a l'Espagne, on a l'Afrique du Sud, on a le Brésil qui ont tous été sur le circuit et on a l'Argentine qui est un peu, la révélation de cette saison, hein, puisqu'elles finissent, leader du Sevens 2 avec 2 victoires à Nairobi et à Montevideo. Donc, il faut se dire qu'elles ont battu le Brésil qui est quand même sur, un arc à 7 très important depuis Rio, depuis leur création, tout bêtement, qui sont descendus parce qu'il a fallu enlever 4 équipes à la fin de la saison. L'Afrique du Sud, pareil, qui a déjà fait une saison sur le Series, donc on aurait pu penser qu'elles étaient au-dessus. Non, non, elles ont remporté le Sevens 3, mais au final, elles finissent troisième du Sevens 2. Et enfin, l'Espagne aussi, qui a été reléguée au même titre que le Brésil l'année dernière et qui finit derrière donc cette Argentine qui a l'air, très entreprenante. J'ai hâte de voir ce que donne cette équipe, j'allais dire des Pumas, mais je ne sais plus quel est Les le nom de leur Pumitas. équipe. Pumitas! Non, c'est Non, Las attends. Yaguaretes. Las Ouais, Yaguaretes, elles ont ouais, 50 Eh noms, hein. ouais, voilà. Las elles ont plusieurs Yaguaretes. noms. Las Yaguaretes, avec Ouais, c'est des l'accent jaguars. Marie-Louise. Eh ben Las justement, Jaguaretes. tu vois, Marie-Lou, justement, tu fais bien d'en parler de ces joueuses argentines parce qu'elles seront dans la poule des Françaises. Regardez-moi les poules de ce Hong Kong Sevens avec dans la poule A, Nouvelle-Zélande, Fidji, Japon, Brésil, poule B, Australie, Canada, Grande-Bretagne, Afrique du Sud et les Françaises dans la poule C qui découvriront les Argentines, qui retrouveront l'Espagne et surtout les États-Unis. Gros duel dès la phase de poule pour ce top 3, ce podium mondial. On rappelle qu'il y a 3 poules, c'est un format olympique, donc les 2 premières équipes sont qualifiées directement en quart de finale, mais aussi les 2 meilleures troisièmes. On va se le dire entre nous, Marie-Louise, normalement l'équipe de France doit sortir de sa poule, mais il faut se méfier tout de même effectivement de cette équipe argentine. On ne sait pas trop comment la jauger par rapport aux Françaises. On ne sait pas comment la jauger parce qu'on les a très peu, voire pas jouées du tout. À Madrid, on ne les a pas jouées. C'est la dernière fois où on a été sur le même tournoi qu'elles, on ne les avait pas jouées. Donc forcément, elles vont arriver avec plein d'envie, avec la rage au ventre. On l'a dit, elles montent du Sevens 3, hein. Elles sont passées de Sevens 3 à Sevens 2 pour maintenant essayer d'arriver en Sevens 1. Énorme. Donc forcément, supplément d'âme. En plus, c'est la première année, donc on est toujours beaucoup plus frais. Il y a pas d'appréhension à avoir. Elles ont tout à gagner, rien à perdre. Nous, en revanche, on a beaucoup à perdre. Pareil avec l'Espagne qui a envie de retrouver sa place dans l'élite. Donc vraiment, elles vont vendre chèrement leur peau. Et en même temps, nous, on va devoir se bagarrer aussi avec les États-Unis qui nous ont coiffés au poteau, on l'a dit tout à l'heure, au classement. Donc ça a l'air d'une poule accessible, mais il va falloir galvauder aucun match. Et sur les autres poules, Nouvelle-Zélande, Australie qui devraient normalement logiquement sortir en tête. Et après, c'est plutôt ouvert sur la poule A, Antoine. La poule B, je ne vois pas d'immense surprise. Les Canadiennes vont bien commencer à se réveiller. On espère pour elles. Je pense quand même que vu les joueuses qu'elles ont, elles vont quand même se réveiller. C'est sur la poule A, surtout Antoine, où là tout est pas ouvert parce que la première place devrait être dévolue aux Black Ferns. Et derrière, Faites vos jeux. ah ouais, franchement, Ah. c'est chaud. Ouais, il peut se passer pas mal de choses. On a dit Fidji-Japon qui se sont vraiment accrochés sur cette saison. Le Brésil qui va revenir en force, on le sait. Sur les dernières saisons, on les a vues. Elles ont été capables aussi de renverser les plus grosses équipes. Donc on verra ce qui se passe, notamment du fait qu'il y aura les 2 meilleurs troisièmes aussi qualifiés. Donc il y a vraiment des chances pour tout le monde. Et cette poule A, effectivement, va être peut-être celle qu'il faudra le plus suivre, où il y a aujourd'hui le plus d'interrogations. Bon, on a hâte en tout cas de voir ces confrontations sur le tableau féminin. On espère du suspense, surtout sur que ce soit en bas ou en haut du classement. On espère qu'il y aura énormément de suspense sur ce tableau féminin qui depuis le début de saison quand même est surtout une lutte entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. On va passer maintenant aux garçons. Parce que là, il y a un petit peu plus d'homogénéité. Les débats sont aussi musclés, mais un petit ton au-dessus. Les Sud-Africains ont dominé le Sevens 1. Ils ont remporté la phase régulière. Ils ont été les plus réguliers. Mais il y a quand même de nombreux clients pour le titre. Marie-Louise, c'est Blitzbox. Ils ont quand même sorti les biscottos sur les 3 derniers tournois. Exactement, puisqu'on est avec 3 victoires sur les 3 derniers tournois. Ils ont été capables d'aller chercher cette place qui avait l'air, au vu de la saison, quand même assez faite pour les Fidji, parce qu'on en parlera après. Mais ils ont su sortir les muscles avec du jeu très, très puissant, donc avec des joueurs comme Oosthuizen et Zane Davids.
On a retrouvé aussi Selwyn Davids Ah oui. voilà, beaucoup de Davids, c'est normal. Mais, mais voilà, il y a beaucoup de technique, beaucoup de vitesse. Ils ont été capables d'être très solides en défense. 15 plaquages en moyenne par match et derrière d'envoyer des contres assassins ou de marquer des essais rocambolesques comme nous avait fait Dylan Leeds. Tristan Leeds. Voilà, je Le savais que ça allait lapsus. arriver. Le I'm lapsus. sorry. On verra à Bordeaux, on en reparlera. Mais ouais. Tristan Leeds, le petit frère de Dylan. Voilà. On va y arriver. On Mais va y voilà, arriver. vraiment très impressionnant ces beatbox de constance au final, de puissance et en même temps de réalisme, vraiment. Et ça leur a permis d'aller shipper en finale à New York ce titre sur le Series à ces pauvres petits Fidjiens. Ouais, les Fidjiens Petits. qui... Oui, ouais, effectivement, les petits, nous qui sommes très proches du sol, Marie-Lou, Exactement. ils pourraient nous manger. Ils pourraient nous lever comme les enfants, les ramasser à chaque fois. Là. Ouais, parfait, c'est sûr. C'est Moi, ça. ils m'attrapent par le col comme ça, c'est pareil. On sent qu'il y a un rêve inassouvi non, là, pas du tout. Bon, les Sudaf sont en tête in extremis, mais ils ont été les plus réguliers sur cette fin de saison notamment. Avant ça, les Fidji, tu l'as dit Marie-Lou, ils ont dominé le circuit. C'est la seule équipe à n'avoir jamais manqué les demi-finales. Ils n'ont gagné qu'une seule étape, c'était à Singapour face aux Français. On l'a encore un petit peu là, mais ils nous ont montré là aussi que les Fidjiens, dans un match de rugby à 7, ils n'ont jamais perdu, même s'ils sont menés 12-0, comme c'était le cas à Singapour. Les Fidjiens, en attaque, ils sont capables de vous remonter le terrain comme des grands. Ce sont les maîtres de ce jeu, les extraterrestres du Seven, c'est même du rugby. Leader en termes de points, leader en termes d'essais marqués. Voilà. Les Fidjiens, c'est aussi l'autre équipe qui est vraiment la plus en place cette saison sur le tableau masculin, avec notamment un certain Viwan Aduvalo qui est stratosphérique, 34 essais, meilleur marqueur pour l'instant du circuit. Donc voilà. Aujourd'hui, les Fidjiens, ils ne sont jamais sortis du top 3. Ils auraient été numéro 1 à l'issue de la phase régulière, ça leur aurait pas été volé. Et ils vont évidemment être au rendez-vous à Hong Kong, puisque vous le savez, vous qui suivez le set avec nous sur Sevens Rugby, les Fidjiens, ils sont chez eux à Hong Kong. Il y aura un public acquis à leur cause. Ils sont déjà arrivés depuis plus de 10 jours. Ils ont déjà fait des oppositions avec Hong Kong. Voilà. Les offloads, les plaquages, tout, là, ça y va. Ils sont prêts et on peut s'attendre à une très grande équipe des Fidji du côté du Keitak Sports Park. Ça, moi, je vous mets une pièce. Ils seront au rendez-vous. C'est l'équipe qui a le plus gagné le Hong Kong Sevens. Donc, c'est leur tournoi à eux. Et ils vont vouloir remporter une deuxième médaille d'or cette saison pour lancer cette phase finale. Bon, derrière, il y a aussi d'autres équipes, Antoine, qui sont plus dans une phase de renaissance des grandes équipes du Sevens mondial, mais qui, depuis les JO, sont en train de retrouver leur meilleur niveau. C'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et oui, c'est assez plaisant de retrouver le sommet du rugby à 7 mondial. On avait notamment vu les NZ en début de saison réaliser une sacrée performance en s'imposant à Dubaï. Personne ne les attendait forcément à ce niveau, mais en tout cas, ils sont arrivés très forts avec deux intentions, des joueurs aussi qui font de réelles différences, comme Rocco Lissoa, mais également aussi des joueurs de duel qu'on découvre au fur et à mesure, Franck Vaenuku, je pense aussi à Sofa et Noto Atipo, voilà, des joueurs très explosifs qui nous ont souvent mis dans la difficulté, notamment sur des fins de match un petit peu tendus. Et donc, une tournée nord-américaine un petit peu plus compliquée les concernant, ce qui leur ferait perdre leur place dans le top 3. Mais ça risque quand même d'être de sérieux candidats. Après, leur place a été volée par l'Australie, qui est assez surprenante aussi cette année, qui a enregistré notamment des retours importants. Maurice Longbottom, qui a été là, qui a pas été là, qui a alterné un petit peu. James Turner, surtout, qui est revenu, qui avait fait de sacrés Jeux Olympiques. Et puis, Dietrich Rowe, je crois qu'on n'avait pas vu la saison dernière, qui est revenu et qui fait vraiment des grosses différences au milieu du terrain dans la gestion. La différence surtout avec l'Australie, à la différence un petit peu de ce qui peut se faire chez les filles, où on a parlé tout à l'heure des individualités australiennes. Là, pour le coup, du côté masculin, chez l'Australie, c'est vraiment le collectif qui parle, avec une équipe qui réalise le plus de passes sur la saison, environ à 46 passes par match. Donc c'est vraiment un collectif qui est très bien huilé, et donc aujourd'hui qui justifie que la forme australienne soit assez intéressante. Ils ont enchaîné quand même 3 top 4 sur les derniers tournois, donc on est quand même sur une belle fin de saison, et donc peut-être que les Australiens arriveront à venir un petit peu titiller la supériorité imposée par l'Afrique du Sud et par les Fidji.
Ouais, ils l'ont pas volé leur podium, hein, les Australiens, c'est clair. Ils ont posé de gros soucis, notamment à France 7, avec, tu parlais du record de passes, le plus de passes cette saison. C'est une équipe qui, quand elle a la possession, elle la lâche pas. Et c'est du coup très compliqué à 7 de passer son temps à défendre. Et il faudra compter sur ces Australiens, bien évidemment. Ils posent du souci à tout le monde sur cette fin de saison. On n'oublie pas également les Argentins qui, eux, ont très mal démarré la saison et qui ont su revenir petit à petit. Vous le voyez au classement, ils ne sont qu'à 4 petits points des Français à la 6e place. Et franchement, on aurait rajouté un tournoi en plus, ils auraient grimpé dans le classement, ils auraient peut-être même pu aller chercher un top 3 sur un gros malentendu. Donc les Argentins sont de retour, 5e à Vancouver, 3e à New York. Voilà, une équipe à surveiller. Il ne faut jamais vendre la peau du Puma avant de l'avoir tué. Merci Antoine pour ça. C'était magnifique, superbe. Avec plaisir. Et franchement, je ne dirais pas mieux. Les Argentins, on les connaît. Ils ont quand même remporté plusieurs fois la phase régulière. C'est une équipe qu'on attendait au top à Paris 2024. Ils n'ont pas eu de chance, ils sont tombés sur la France en quart de finale. Mais franchement, c'est une équipe qui monte en puissance cette saison et avec les Moneta et les Luciano Gonzalez qui sont vraiment en fer de lance de cette équipe, en impact player et en finisseur. Franchement, les Argentins qui vont peut-être venir poser de gros soucis à leurs adversaires. Faudra compter sur eux aussi. Et puisqu'on est du côté, on va dire, latin, Marilou, il y a une autre équipe qui nous a fait plaisir sur la dernière tournée, qui a su notamment à Vancouver revenir dans ses standards de la saison dernière. Ils sont vice-champions du monde en titre. C'est l'Espagne qui s'est enfin réveillée. Exactement, il était temps, hein, le réveil de l'Espagne. Première finale pour eux de la Olé. saison. Exactement, franchement, ça fait plaisir de les revoir. Ça a été, en fait, on ne les a pas reconnus. En début de saison, on ne les a pas du tout reconnus. On a vu Jérémy Trevedic essayer de tenir à bout de bras cette équipe, mais vraiment la bascule se fait avec le retour de Paul Plat et de Manu Moreno qui ont réussi à réarticuler un peu le jeu de cette Espagne parce que l'envie était là. La réalisation n'y était pas, ils étaient vraiment en quinconce. Là, on a l'impression d'avoir retrouvé une certaine harmonie, un certain équilibre. Donc, c'est bien pour eux. Maintenant, ça veut dire qu'il va, malheureusement, vu leur saison, il va falloir s'accrocher parce qu'ils jouent peut-être leur place en Sevens 1, alors qu'on l'a dit, ils étaient vice-champions la saison dernière. Donc, complètement surprenant, mais on est à l'abri de rien. Donc, on leur souhaite de continuer pour ne pas descendre en dessous des 8. Et puis, de toute façon, voilà, ils essaieront de sauver leur peau, un peu à l'image de la Grande-Bretagne, hein, qui n'a jamais fini cette saison dans le top 4. Ouais, effectivement, comme chez les filles, hein, la Grande-Bretagne qui est en grande difficulté depuis on leur a coupé les vivres, hein, tout simplement, à la Ouais. Grande-Bretagne sur ce programme à 7. Et donc, du coup, c'est très compliqué pour eux. On sent quand même que du côté des garçons, il y a un peu plus d'expérience et ils ont gagné des matchs, eux. Ils Oui. n'ont pas réussi à jouer de demi-finale, mais ils ont quand même gagné des matchs et ils montent aussi un petit peu en puissance sur la fin de saison. Donc, il faut quand même se méfier de cette équipe qui est quand même un ton en dessous des autres adversaires. On vous l'avait dit, hein, c'est le top 8 mondial, c'est ce qui se fait de mieux. Et franchement, sur la phase régulière, sur ce Seven Series, ça n'a pas loupé. C'était quand même sacrément costaud. Et en plus, là, il y a des équipes du Sevens 2 qui reviennent, Antoine, qui connaissent tout simplement ce circuit mondial, puisqu'il y en a au moins 3 qui étaient la saison dernière, qui sont des habitués. Et puis, il y a un petit nouveau qu'on connaît un petit peu pour suivre les étapes européennes et même les étapes du circuit élite, puisque c'est une équipe qu'on voit souvent venir se préparer les championnats européens sur les étapes du circuit élite. C'est l'Allemagne qui ne Exactement. cesse de progresser sur la scène européenne et qui s'invite à cette phase finale. Et ouais, et puis on est content de les voir à ce niveau-là. On en sera encore plus content s'ils arrivaient à accéder au Sevens 1. Ça ferait une nouvelle équipe européenne et ça serait vraiment, vraiment super. C'est une équipe quand même, malgré tout, qu'on a pu voir pas mal de fois sur les étapes finales dernièrement parce qu'ils étaient à Madrid et ils étaient à Los Angeles, mais ils n'ont pas réussi à passer le cap pour aller sur le Sevens 1 pour l'instant. Là, ils vont avoir une belle occasion. Ils ont réalisé un Sevens 2 vraiment correct, avec notamment une première victoire à Nairobi qui les a propulsés sur le haut du tableau. Et derrière, ils ont réussi à enchaîner pour se qualifier. Donc, ça va être assez intéressant de les voir. Et puis après, les 3 autres, tu en as parlé, États-Unis, Kenya et Uruguay, c'était quand même logique
qui se retrouvent à ce niveau-là. Les États-Unis, notamment, qui ont terminé leader du Sevens 2 en remportant l'étape de Montevideo. Et puis le Kenya et l'Uruguay qu'on aura plaisir de retrouver. Des équipes toujours difficiles à manœuvrer. Moi, je me souviens notamment des Uruguayens à Paris aux Jeux Olympiques qui nous avaient causé de sérieux problèmes. Et les Kenyans, on les connaît maintenant, des joueurs toujours assez imprévisibles, puissants, rapides. Donc il faudra bien évidemment se méfier. Je me souviens d'un énorme sauvetage en mêlée de Stephen Paredes Martin sur cette phase de poule qui avait permis d'assurer une victoire étriquée, et dans la tête ça avait lancé les bieux. Mais on va pas reparler de Paris 2024 puisque c'est derrière, et devant nous il y a Los Angeles 2028 et il y a cette phase finale avec, vous le voyez, hein, les poules de ce Hong Kong Sevens, avec une première poule à Afrique du Sud, Argentine, Espagne, Uruguay. Aïe aïe aïe, chaud cacao, olé, là ça va être costaud. Franchement, mais bon, la poule B avec les Bleus, Fidji, France, Grande-Bretagne et Allemagne, il peut y avoir des surprises. Et puis Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Kenya dans la poule C. Wow, là, c'est Team Biceps. Le retour du Kenya. J'ai l'impression que les Français s'en sortent plutôt bien sur le papier, puisque aujourd'hui, il n'y a pas une seule petite équipe devant vous. C'est ultra costaud, Antoine. Mais j'aurais pas aimé me retrouver dans la poule C. Honnêtement, je préfère faire quand même la poule avec la Grande-Bretagne. J'ai adoré le blanc. La Grande-Bretagne et l'Allemagne, bien sûr, tout peut se passer. Non, mais franchement, on préfère forcément se retrouver dans une poule plus abordable. Après, qui veut dire poule abordable, veut peut-être dire aussi des quarts et des demi qui vont être peut-être plus difficiles aussi. Donc méfiance vraiment par rapport à ça, parce qu'il y aura aussi des meilleurs troisièmes qui sont qualifiés. Donc, c'est pas dit qu'en quart de finale, on tombe pas face à Argentine et Espagne ou à Nouvelle-Zélande ou États-Unis ou même Australie. On peut avoir peut-être un quart de finale qui sera un petit peu moins simple. Mais déjà, premièrement, on prend les choses dans l'ordre, on va assurer ces phases de poule. Les Fidjiens, ils vont être compliqués à aller embêter, mais on l'a déjà fait cette saison. Et derrière, bien sûr, il faudra assurer contre Grande-Bretagne et Allemagne, ne pas passer à côté de ces matchs-là. Ça serait quand même dommage pour lancer cette course au titre. Oh yeah. Marilou, c'est costaud quand même. Hein. Cette poule C, cette poule-là. Ça va saigner. Voilà tout ce que j'ai à dire. Ça va être vraiment. On sort les épées, c'est Game of Thrones. Exactement. Va falloir sortir les casques à pointe, tout. Voilà. On n'a pas de protection dans le rugby, mais là, franchement, ça donne quand même un peu envie de se cacher dans les coins du terrain parce que j'aimerais pas me retrouver au milieu de ces équipes comme Antoine. Hein, donc, je m'estime heureuse qu'on soit dans la poule B. Par contre, à nous de pas la sous-estimer parce que ça va se payer cash. On l'a dit, tous les points vont compter jusqu'à la fin. Donc, si on veut une belle fête à Bordeaux, va falloir sortir. Va falloir y aller. Là, ça va être sacrément costaud, hein, effectivement, sur cette phase, sur ce tableau masculin. Bon, on a fait le tour, hein, messieurs, dames, là, sur cette présentation du HSBC Sevens World Championship. Je vous remets juste le petit calendrier, hein, pour vous rappeler que dès ce vendredi, le Hong Kong Sevens, première étape de ces 3 tournois finaux. On rappelle que à la fin de ces 3 étapes, on fait un classement. La meilleure équipe féminine, la meilleure équipe masculine sera championne du monde. Tous les points comptent, tous les matchs comptent plus que jamais sur cette phase finale inédite qu'on va découvrir dès vendredi. Donc Hong Kong Seven, ce sera une grosse fête également, hein, Marie-Louise, Antoine, puisque ce sera le 50e anniversaire de ce tournoi mythique du rugby à 7. Il n'y a pas moins de 130 000 billets qui ont été vendus. Donc sur les 3 jours, je vous laisse faire le petit calcul dans votre tête, il va y avoir une énorme fête en tribune. Et puis sur le terrain, on vient de vous le présenter, ça va être aussi sacrément costaud. À noter quand même quelques petites statistiques pour nos Bleus, puisque les joueurs de France 7 masculins restent sur 5 médailles consécutives, 3 en argent et 2 en bronze. Donc Hong Kong leur va bien. Hong Kong est un petit peu bleu. On espère que ça va la rester pour les joueurs de France 7. Et on souhaite également aux filles de décrocher leur première médaille, puisque le tournoi féminin de Hong Kong, il n'existe que depuis 3 saisons. Ce sera la 4e édition. Et sur les 3 derniers, les Françaises ont à chaque fois assuré le top 5, mais n'ont pas réussi à aller décrocher une finale, une médaille tout simplement, et même une finale. Donc on leur souhaite tout simplement de décrocher une médaille pour lancer également ce Sevens World Championship de la meilleure des manières. Merci à tous les deux, Marie-Louise, Antoine, de m'avoir accompagné. Franchement, c'est toujours un plaisir de parler Sevens avec vous. Exactement, on est toujours content de se retrouver et de débunker un peu tout ça pour les gens.
Ça va nous manquer cette petite habitude. Ouais, Le Sevens Rugby Show. On va commencer à se retrouver tous les week-ends, donc ça va. Eh oui, c'est vrai que Oui, la grosse saison commence pour nous. Oui. là, on va avoir beaucoup de tournois, effectivement, le Sevens Rugby Show qui va s'arrêter pour cette saison. Mais il y aura, on est dans les cartons avant le Bordeaux Sevens, on vous prépare quelque chose de sympa. Donc restez bien connectés sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn également, notre newsletter qui vous amène chaque mois toutes les infos. Et puis sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. On essaiera de répondre sur nos plateformes à toutes vos questions. En tout cas, on espère que vous avez toutes les infos. Maintenant, place au jeu, place au terrain. Et on croise les doigts des mains et des pieds pour que à Bordeaux, il y ait un finish en apothéose pour nos équipes de France et qu'on se régale tous ensemble à regarder le set. Merci Marie-Lou, merci Antoine, merci à vous de nous suivre. Rendez-vous vendredi pour le début de la phase finale du circuit mondial. Salut, vive le set. Merci à tous. Bye.